Alors, mon Twitter avait un peu chauffé ces derniers jours, enfin depuis hier en fait, parce que notamment on met la main dans un sujet qui fâche. Qui fâche et je me rends compte que ce sujet, en fait, finalement, il fâche parce que il est très peu documenté et que surtout, il est très orienté, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et que je trouve que c'est assez triste parce que j'ai vraiment cette impression qu'il y a une sorte de désinformation au niveau des politiques et des partis et que justement là on entre dans le côté, je vais dire, un peu dégueulasse de la politique, le côté que tout le monde déteste et c'est pour ça que les gens sont si tranchés et évitent en général le sujet. C'est en fait on parle de personnes, on parle parfois de la vie des personnes et il y en a qui en profitent, comme ce sont des sujets en plus à haut degré émotionnel, que ce soit de droite ou de gauche, il y en a qui en profitent pour l'instrumentaliser. Et j'insiste sur le fait que ce soit autant à gauche qu'à droite, parce que même par exemple aujourd'hui, on va parler des politiques, et beaucoup de politiques de droite probablement, mais je pense que de manière générale, même la gauche fait de la merde. Bref, on va tout recommencer depuis le début. Alors, enfin, on va pas tout recommencer depuis le début, mais je vais tenter dans cette vidéo en fait de résumer un maximum le tout, d'entrer en profondeur parce que sur un tweet que j'ai écrit, quelques personnes ont réagi et je trouve cela assez intéressant de revenir en fait sur ces arguments, d'expliciter un peu la pensée et finalement de mettre les mains dans ce caca, histoire d'un petit peu nettoyer les toilettes. Cette métaphore. Côté là sur 10, bien sûr, n'hésitez pas. Donc, j'avais écrit ce tweet parce que hier, j'ai pu téléphoner à un proche. Je lui ai pas demandé l'autorisation pour partager son expérience, donc je vais garder anonyme ce proche. Mais effectivement, j'ai pu entrer en contact avec un proche qui m'a raconté, qu'un proche qui travaille, enfin voilà, qui fait du bénévolat pour les sans-papiers et qui m'a raconté deux trois trucs et j'en ai fait un tweet parce que je trouvais cela important en fait de partager ça et que beaucoup de gens n'avaient pas l'air de se rendre compte un petit peu que les sans-papiers ce n'est pas juste le destin des sans-papiers qui compte mais que c'est plus large. Un proche m'a raconté avoir accompagné l'un des sans-papiers qui avait avalé des rasoirs pour tenter de se suicider à l'hôpital. Il m'a raconté à quel point il trouvait ça gerbant que l'on parle de chantage, comme si ces personnes étaient des enfants qui faisaient un caprice. Euh, pour expliciter un peu le truc, parce que je vais expliquer chacun de mes tweets parce que c'est trop chiant Twitter, mais on ne peut pas écrire de longs trucs sans que ça fasse 58. Donc j'essaye sur Twitter d'être concis en fait, tout en étant le plus complet possible et c'est très compliqué. Donc pour tout dire en fait, c'est c'est quand je l'ai eu au téléphone, ce proche, eh bien il m'a dit justement qu'il comprenait pas comment ça se fait qu'il y en a qui réagissaient comme ça et que ceux qui réagissaient comme ça forcément n'avaient pas été confrontés à ces personnes parce que quand tu es face à des gens qui sont au point de se coudre les lèvres en fait pour ne plus manger, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, c'est vraiment le mot qui est sorti. C'est horrible. Et cette personne qui m'a dit ça m'a dit que ça l'impactait même dans sa vie de tous les jours parce que du coup c'est hyper déprimant. Ils ont l'impression d'agir pour rien en fait. Ils ont l'impression d'agir comme ça dans le vent quoi. Et de voir des gens qui sont tout en haut comme ça, qui ont un pouvoir décisionnaire, mais qui ne se confrontent pas au problème. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un peu comparer, mais c'est un peu, je crois, l'image finalement du fameux soldat vis-à-vis des généraux, quoi. Les généraux qui font allez-y, on va envoyer de la chair à canon se faire flinguer, et pendant ce temps-là, nous,
on va voir comment on peut faire une stratégie, et ils voient ça un peu comme des pions d'échecs, quoi. Et bon, bah, s'il y a un pion qui tombe, bah, tant pis, quoi. Et pour eux, c'est facile. Et bon, d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'ils sont pas sur le champ de bataille, c'est parce que on considère qu'ils auront un meilleur recul en n'étant pas forcément confrontés à la bataille, ce qui est en partie vrai, mais ce qui est problématique, c'est que c'est tellement simple en fait aussi de partir dans des stratégies complètement pétées et justement pas rationnelles mais idéologiques. Je pense notamment pour continuer dans dans cette métaphore de l'armée, c'est par exemple ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale notamment, où les Français avaient par exemple encore des uniformes bleus et rouges, alors que qu'on arrivait dans des guerres modernes où le bleu et le rouge, vous mettez au milieu des herbes, ça se voit à 10 km, quoi. Alors que les Allemands avaient des uniformes plutôt verts, et ce qui leur permettait d'être beaucoup plus camouflés, quoi. Et les généraux français de l'époque étaient tellement dans une idéologie vieillissante du 19e siècle, en fait, qu'ils ont changé les uniformes, mais après plusieurs années, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un moment donné où... euh, est-ce que vraiment je vais dire un dirigeant est rationnel sans jamais se confronter finalement aux personnes qu'il dirige? Et ça, c'est la grande question. Je relaye ici sa demande. Si vous pensez qu'il est facile de faire une grève de la faim, osez le leur dire en face. Sami Mehdi, qui est secrétaire d'État à l'immigration et qui est donc celui en charge de tous ces migrants. Alexander De Croo, Premier ministre de Belgique. Donc Sami Mehdi, CDNV, comme je l'ai déjà dit, parti catholique de droite. Alexander De Croo, parti catholique de... parti de droite, c'est l'Open VLD. Donc tous les deux néerlandophones. Si vous pensez vraiment que vos positions sont humaines, allez sur le terrain et osez les regarder droit dans les yeux. Derrière chaque gréviste, il y a des gens bénévoles qui s'en occupent. Ils font votre job. Et ils se demandent, à quoi servez-vous si vous ne faites pas votre travail? Si vous voulez que les gens croient encore en la politique, il faut agir avant qu'il n'y ait des morts. Et en fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est quelque chose vraiment que j'ai remarqué de manière générale, c'est que les gens se désinvestissent de la politique parce qu'ils ont l'impression que, quoi qu'ils fassent, eh ben, même s'ils agissent par exemple, et j'ai vraiment cette impression que pour quiconque en fait, le fait d'agir et rien que le fait d'aller par exemple dans une manifestation pour eux, pour les gens, mais je crois que c'est humain en fait, c'est quelque chose de grand, quoi. Parce que c'est sortir de son confort de tous les jours pour aller dire « moi je suis pas d'accord avec ça ». Et c'est ça que je trouve un petit peu délicat, c'est qu'en fait à chaque fois que le gouvernement dit bon, « allez c'est bon, allez vous faire voir, nous on fait comme on veut », bah les gens ils font « mais alors pourquoi je me suis levé en fait ?» Et si en me levant ça change rien, pourquoi j'irais voter? Vu que de toute façon, ces gens ils en font qu'à leur tête, d'accord? On vote, ils sont élus. Bon, ben voilà, parfois ceux qu'on a envie sont élus et peuvent poursuivre une partie des points qu'on a envie. Et puis parfois, bah, on gagne pas forcément. Et en Belgique, il faut dire que personne, je pense sincèrement que personne ne gagne. Il y a tout le temps que des perdants, je vais mettre des gros guillemets. Quand on regarde, voilà, par exemple, le Vlaams Belang, parti d'extrême droite, néerlandophone, bah, on a dit qu'ils avaient gagné les élections parce qu'ils avaient eu la plus grosse montée, mais en réalité, enfin, ils sont toujours pas au pouvoir, donc ils ont pas vraiment gagné en fait. Du côté néerlandophone. Enfin bon bref, donc du coup voilà, il faut composer avec les politiciens qui sont au pouvoir. Et les gens, en fait, attendent que ce ne soient pas des politiciens idéologiquement rigides, en fait. Que ces politiciens soient capables de faire des compromis et qu'ils soient capables aussi parfois de se remettre en question et se poser la question, est-ce que ce que je fais est bien? Et en fait, je pense aussi que ce qui énerve beaucoup les gens, c'est que justement, les gens font l'effort, par exemple, d'aller en manifestation pour pour montrer leur désaccord vis-à-vis de tel point ou de tel point de programme. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est que ces politiciens, on a l'impression qu'ils se confrontent à rien, en fait.
Ils vont pas aller parler avec les gens qui sont en manifestation. Ici, par exemple, le secrétaire d'État à l'immigration, il va pas aller sur place pour aller parler avec les bénévoles et leur dire, voilà, merci pour ce que vous faites. Même si je suis pas d'accord avec vous, merci de ce que vous faites et de vous occuper de ces gens, parce que vraiment, voilà, moi je trouve que voilà, je suis en désaccord avec ce qu'ils font et leur manière de faire, mais au moins il y a des gens qui s'occupent d'eux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il va pas aller sur place et prendre ses responsabilités et dire moi je prends une décision. Et j'ai envie de dire justement, c'est pour reprendre la métaphore du fameux général, mais je trouve que c'est vraiment très comme fonctionnement très militaire en fait. C'est un peu le général qui va voir ses troupes et qui va dire écoutez les gars, merci, vous êtes bien battus et tout. Ouais, il y a eu plein de morts, désolé, mais en même temps on a gagné ou bien voilà, vous savez, c'est un peu ce besoin en fait d'explication et de soutien et de montrer qu'on est présent. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que la politique en fait, c'est de rester loin de tout ça, le plus loin possible, de prendre des décisions en fonction de son idéologie et d'aller voir que les gens qui sont d'accord avec soi-même. Et je me rappelle que notamment Emmanuel Macron, par exemple, a fait arrêter quelqu'un dans le public qui était venu le voir lors d'un de ses déplacements présidentiels et qui lui a dit vous devriez avoir honte Macron, il a gueulé comme ça dans la foule, honte à vous monsieur Macron, honte à vous, et directement les flics lui ont sauté dessus et l'ont arrêté quoi, et l'ont enlevé de la foule. Comme si en fait on était, voilà, c'est interdit, interdiction aux gens qui ne sont pas d'accord avec le politicien d'aller sur place lui dire ça en face. Et donc en fait, pour moi, le vrai souci, hein, c'est pas tant que les politiciens, voilà, moi je crois que c'est important que les politiciens aient un certain recul par rapport aux choses, aux décisions qu'ils doivent prendre. Mais je crois aussi qu'en fait, il y a avoir un recul et il y a se débiner quoi. Et je pense que les politiciens aujourd'hui ont plutôt tendance à se débiner, à se cacher derrière des hordes de gens qui sont un peu finalement, enfin j'allais dire fanatiques, mais je crois que c'est un mot un peu trop dur, mais qui sont en accord total avec leurs idées plutôt. Et pour moi, c'est pas ça en fait une société. Forcément, il y aura toujours des gens qui seront pas 100% d'accord avec vous. Et du coup, en fait, il faut aller voir ces gens et discuter un peu. C'est pour ça, voilà, c'est un peu comme ces vidéos ici. Je fais pas ça, en fait, pour juste avoir des gens qui sont d'accord avec moi et qui me disent « Bah oui, parfait, ce que tu dis est génial, tu es trop malin. » Ouais, ok, merci, ça me fera plaisir à mon ego, hein. Et c'est très cool. Mais je le fais avant tout aussi pour avoir des opinions diverses, avoir des sources diverses, des informations diverses. Et pour me demander si mon choix est vraiment le bon. Et auquel cas, si je pense que mon choix est bon, en discuter avec vous. Et je pense que les politiciens, c'est quelque chose qui leur manque en fait. Après les inondations, le Covid-19, je pense que nous n'avons pas besoin de morts administratifs et dire que c'est eux que l'on prend pour des capricieux. Et en effet, il y a un discours très mortifère, je trouve, ignoble. Vraiment, et ça c'est instrumentalisé, hein. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vous en supplie vraiment, dites-le vous bien, que on a tous la chance, pour la plupart, hein, de ne pas avoir connu la famine, de ne pas avoir connu, parce que même aujourd'hui, je vais dire, on a enfin voilà, même je veux dire, même s'il y a des gens qui sont short, on peut tous manger souvent tous les jours, au moins un repas. Et la famine, c'est vraiment genre pendant plusieurs jours, semaines, ne pas manger. Et je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, on a une chance incroyable, inouïe, de ne pas connaître ça. J'espère que ce sera toujours le cas, croisons les doigts. Mais on a des supermarchés qui sont quand même assez accessibles, même s'il y a des trucs qui coûtent cher et tout. Il y a souvent moyen de se débrouiller, je vais le dire comme ça. Et se priver de faim. Alors je veux bien croire que quelqu'un qui dit je vais faire une grève de la faim et qui le fait une semaine et qui fait oh non c'est bon finalement j'ai la flemme. Ok, je veux bien penser, mais je sais plus, il y en avait un d'ailleurs qui avait fait ça, hein, qui s'était empêché de manger pendant une semaine, je crois. Non? Je pense que quelqu'un avait fait ça, un Américain. Bref. Et effectivement, genre, je pense que c'est quelque chose... voilà, là, je veux bien penser que potentiellement le gars, voilà, il a perdu un peu de graisse qu'il va récupérer directement après. Bon, ok. Mais faire une grève de la faim pendant 2 mois, vous bouffez que dalle.
tu fais pas ça quand, enfin, je veux dire, c'est pas un caprice ça. C'est qu'alors on fait face, je veux dire, il y a forcément un problème, que ce soit même auprès de ces gens, de leur manière de penser, que ce soit parce qu'ils se sentent tellement mal qu'ils ont eu besoin d'une aide psychologique urgentissime, mais enfin, forcément ces gens se sentent à bout. Et je vous renvoie d'ailleurs, je vais le faire maintenant, mais je vous renvoie à cet article que j'avais posté sur ma dernière vidéo, où ils expliquaient bien, en fait, ils expliquaient bien, justement, ils avaient interviewé quelques sans-papiers, et ils expliquaient bien, regardez, en Belgique depuis 11 ans, en Belgique depuis 16 ans, en Belgique depuis 10 ans. Donc ces gens, en fait, c'est pas genre, ah non, merde, ça fait une semaine que je demande des papiers, je les ai pas, bon ben je vais bouder. C'est pas ça, en fait. Et des politiciens essayent de faire passer ça pour ça, et je trouve ça ignoble et dégueulasse, vraiment, ça personnellement, je trouve que c'est vraiment inhumain, pour le coup, de faire ça. C'est vraiment ne pas voir la réalité et essayer de fermer les yeux face à ces personnes, en fait. Et si vous pensez que ces personnes, ce ne sera jamais vous, mais détrompez-vous, parce que aujourd'hui, en Belgique, c'est un deuil national sur les inondations qui ont frappé la Wallonie. Et soyons clairs, peut-être qu'un jour, la Wallonie sera inhabitable. Vous avez vu les inondations? Vous avez vu à quel point il y a des gens qui ont perdu leur maison? Qu'est-ce qu'on va faire si ces gens, à un moment donné, deviennent réfugiés? Qu'est-ce qu'on va faire si ces gens, à un moment donné, ils doivent aller se réfugier en France? Et qu'en France, ils ne se retrouvent pas avec 1000, 2000, 10 000, 15 000, 100 000 même migrants, mais avec des millions. Des millions de Belges qui seront donc leurs voisins directs, qu'ils ne pourront pas refuser parce qu'ils seront européens, et qu'ils n'auront plus d'abri. Et j'ai envie de dire même, inversement, ce sera aussi vrai. Hein. Comment ferons-nous quand, si à un moment donné, en France, il y a des problèmes climatiques qui font que les gens déménagent et ne veulent plus vivre parce qu'ils en ont marre, ils sont épuisés, qu'il y a des gens qui vont commencer à perdre leur maison une fois, 2 fois, 10 fois. Qu'est-ce qu'on fera dans ces moments-là? Est-ce qu'on sera exactement de la même manière? Qu'on leur refusera des papiers? Qu'on leur dira « Bah non, en fait, parce que le système d'aujourd'hui, il n'est pas adapté ?» Bref, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir vis-à-vis de ça, parce que pour le moment, on agit d'une certaine manière, et bon, que vous croyez ou non au karma, je crois que ça c'est un autre débat, mais je pense que le problème c'est qu'on n'a pas conscience que aussi, il y a un moment donné où les merdes que vivent ces gens, on peut les vivre aussi, quoi. Et bien qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans des sociétés qui sont plus ou moins stables, plus ou moins... Enfin, on va dire qu'il y a des sociétés qui sont bien plus dans la merde que nous, hein, et que nous, on est plus ou moins dans des démocraties acceptables. Eh bien, tout peut changer, quoi. Tout peut changer et ça peut aller très vite, parfois. Et ça peut être des trucs qu'on ne maîtrise pas, quoi. Donc... à ce moment-là, je pense qu'on serait bien content que ces gens se rappellent quand même qu'on les a bien traités aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ça, je vais peut-être lire après. Oui, c'est parce que, en fait, je voulais parler des politiciens, et notamment, il y a ici Theo Franken, qui est un politicien de la N-VA, donc de droite néerlandophone. Lui, en plus, il est indépendantiste, hein, néerlandophone, donc c'est vraiment la bonne droite conservatrice, qui était le précédent secrétaire d'État et qui a mis les lois qui sont applicables aujourd'hui. C'est pas plus mal que j'en parle maintenant, parce que ça va être important plus tard. Et là-dessus, il dit « La seule chose qui dérange les francophones de gauche et de vert, donc l'EPS notamment, Parti Socialiste, écolo pour les verts, hein, c'est ceux qu'on appelle les verts, donc centre-gauche-gauche, c'est que Madi, qui est le secrétaire d'État actuel, a la même politique envers les grévistes de la faim que moi. Pendant des années, ils m'ont traité de raciste et de fasciste, et maintenant, ils défendent la même chose que moi. Où est Anke Links maintenant ? Anke Links, c'était une députée socialiste, donc du Parti Socialiste. Donc écolo et Parti Socialiste, ce sont des groupes francophones.
et qu'il avait en effet traité très durement parce qu'il était exactement pareil. Mais vraiment, il faisait la même chose et il a fait des erreurs monumentales. Et en fait, ce qui est très triste, c'est que ce mec, moi je pense, hein, c'est que ce mec, en fait, pour moi, instrumentalise énormément ces crises. Il fait exprès de faire peur aux gens. Il dit regardez, mais ils respectent pas les règles. Regardez, on leur a dit non, mais ils insistent quand même. Regardez, ils font du chantage. Et, euh, et en fait, c'est parce que c'est son seul talent, entre guillemets, en tant que politicien. Quand on regarde sa manière de gérer les choses, si on est dans une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec 500 personnes qui font une grève de la faim, c'est de sa faute. C'est parce que les lois ne sont pas claires et c'est lui qui les a mises pas claires. C'est parce que il a permis à des gens de profiter de ces situations en ne permettant pas à ces sans-papiers de se plaindre des gens qui abusent du fait qu'il n'ait pas de papier. Donc, en fait, c'est extrêmement triste de lire ça parce qu'on fait face vraiment ici à quelqu'un qui se vante d'avoir fait de la merde. Et le problème, c'est que son talent, c'est de pouvoir faire passer aussi c'est ce qu'il a fait comme héroïque, bien, comme quelque chose qui est acceptable en fait. Mais c'est pas parce que vous faites quelque chose et qu'après vous êtes et que d'autres après suivent votre ligne qui était nulle que pour autant c'est quelque chose de bien, je veux dire. Et en plus, le pire, c'est que le secrétaire d'État, j'ai pas retrouvé l'article comme ça, j'aurais dû le chercher, encore une fois, mais il me semble que le secrétaire d'État actuel a dit qu'en plus, si les règles étaient comme elles étaient aujourd'hui, c'était pas de sa faute, mais que c'était la faute de son prédécesseur. Donc même lui, il utilise l'argument de c'est mon prédécesseur qui l'a fait comme un argument pour finalement se dédouaner de sa manière de procéder aujourd'hui. Et donc on va passer aux commentaires qui sont assez importants. Ici nous avons quelqu'un, un néerlandophone visiblement. Alors j'avoue qu'au début, je vais pas lire tous mes commentaires ni tout le débat. Je vous invite à me suivre sur Twitter pour ça. Mais on a ici un néerlandophone qui s'appelle déjà Don NVA. Et donc au début j'ai été assez sur mes gardes, assez sur la défensive, parce que je pensais que justement en général voilà, sur Twitter il y a des gens qui sont hargneux et surtout les gens qui se disent d'un groupe ou d'un autre. Et ici en l'occurrence, eh bien ça fait, je vais le dire comme ça, mais pro-NVA, NVA qui est quand même un parti où il y a des indépendantistes ou des conservateurs qui sont assez trash. Et donc, et en plus, quand on lit quelque chose, on le prend, on le lit aussi dans notre tête, à notre façon. Et donc au début j'ai été un peu sur la défensive, mais au final c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte justement à quel point on expliquait mal les choses. Donc en fait au début il me disait simplement écoutez, c'est les lois démocratiques qui ont été choisies démocratiquement et donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'avez qu'à vous présenter et changer les lois. Alors pourquoi c'est pas si simple? On y reviendra, parce que en fait je compte faire un sujet dessus, sur les élections, etc. Je suis en train de creuser un petit peu, parce que ça m'intéresse, et que en fait je tombe sur des trucs que je trouve totalement fous. Mais effectivement, en fait c'est pas si simple que cela en fait. C'est que on fait face, c'est très compliqué en fait de se présenter, d'être élu pour des idées en fait. Et comme je l'ai souvent dit aussi, le gros problème, c'est que on est face à des personnes aussi qui considèrent qu'ils sont élus pour tout leur programme. Or, le souci, c'est que par exemple ici, on n'a absolument aucune idée, mais aucune idée, du nombre de personnes en Belgique qui sont pour ou qui sont contre l'acceptation de ces sans-papiers. On ne sait pas. On a des majorités au Parlement, au fédéral, etc. On a des politiciens qui nous représentent. Mais moi, par exemple, j'ai voté pour un parti
d'accord, mais j'ai jamais été d'accord avec tous les points de leur parti, en fait. Mais j'ai voté ce parti-là parce que c'est celui qui est le plus proche de mes idées. Pareil, moi j'ai voté au niveau communal pour une personne, mais très sincèrement, euh, pour moi, il y avait, enfin voilà, au niveau économique, il y avait des points sur lesquels j'étais d'accord et des points où j'étais pas d'accord. Mais impossible, je ne peux pas, voilà, on peut pas dire quel point nous sommes en accord et quel point on est en désaccord. Et ça, je trouve que c'est extrêmement problématique. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait croire du coup que, effectivement, dans la majorité, les gens, ouais, ils les ont élus pour ça, etc. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'en fait, dans cette majorité, hein, les gens, ils les ont pas élus pour le côté économique et social, et rien à voir avec leur côté immigration? Ce sont eux qui ont décidé qu'on les avait élus pour ça. Pourtant, il me semble... Enfin, moi, j'ai jamais pu, par exemple, donner mon avis. J'ai jamais parlé avec ces gens. Même la personne que j'ai élue, j'ai jamais pu lui envoyer un mail pour lui dire hey, « salut, je t'ai élu pour ça, hein. Je compte sur toi, hein. » Bref, et ça, c'est très problématique. Et puis ensuite, là-dessus, en fait, il avait du mal un peu à me croire sur le fait que, quand je lui ai expliqué que l'ONU nous avait épinglé quand même sur le fait que tout ce qu'on faisait là était illégal au vu du droit international, qu'en tout cas c'était peut-être contestable, et que donc il fallait revoir tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que cette personne était persuadée, elle m'a dit, mais alors ils ont qu'à aller devant les tribunaux porter plainte. Alors pourquoi est-ce que finalement les sans-papiers ne vont pas porter plainte concernant leurs conditions ou les refus arbitraires? Parce que pour le moment, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, les lois en fait sont beaucoup trop floues d'acceptation, donc ça se fait à la tête du client. Et il y en a, donc il me posait la question, mais pourquoi ils vont pas en justice, du coup, se plaindre? Il y a des tribunaux qui existent. Et c'est vrai, il y en a. Mais le gros souci, c'est que beaucoup de gouvernements, pendant qu'il y avait des plaintes qui étaient introduites par des sans-papiers, en fait, et ben, pendant que la plainte était traitée, ils allaient chercher le sans-papier, ils faisaient « Ah ben tiens, t'as pas de papier, on t'a dit non, on te renvoie chez toi !» Et puis c'était trop tard, parce qu'il était plus dans le pays. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois. C'est déjà arrivé plein de fois que des sans-papiers qui étaient en attente d'un recours ou quoi que ce soit se fassent quand même renvoyer chez eux. Et vous voyez, ça c'est pas de la légalité en fait. Ça, c'est idéologique. C'est parce qu'on fait face à des gens qui ne jouent leur politique que là-dessus. Et du coup, notamment Theo Franken, qui s'étonne qu'on le traite après de nom et qu'on le colle dans des cases qui sont effectivement abominables. Mais comment peut-on respecter aussi? Moi, je fais ça plutôt la question. C'est qu'en fait, c'est très compliqué aussi. Il faut comprendre que d'un autre côté, on fait face à quelqu'un qui décide de suivre la loi quand cela lui plaît. Theo Franken, par exemple, hein, avait été épinglé pour un excès de vitesse qu'il n'a jamais réglé. Voilà. Monsieur... Ah non, c'était Yann Yambon, ça peut-être? Peut-être que je confonds les deux compères. Mais il avait été aussi pris, par exemple. Alors bon, finalement, il était peut-être pas au courant, etc. Mais c'était très très grave parce que quelqu'un de son cabinet, une personne de son cabinet en fait, a été pris sur le fait de vendre, vous imaginez, hein, de vendre des visas à des étrangers. Il les vendait. Donc en fait, il recevait des sans-papiers. Et ces sans-papiers, hein, ils devaient payer par exemple 5, 10 000, 20 000 euros pour recevoir des papiers. Voilà. Et donc, si vous pensez encore, après ça, que les critères ne sont pas arbitraires, alors qu'un mec à tout seul pouvait décider si oui ou non vous aviez les papiers et a pu en faire un business tellement il avait de pouvoir décisionnel là-dessus, parce que, soyons clairs, un business pareil ne serait pas possible si les lois étaient claires, si c'était objectif, si ça pouvait être contesté devant l'État. La corruption ne devrait pas être possible. Parce que, ok, t'as ces critères-là, c'est ok. T'as pas ces critères-là, c'est pas ok. Mais là, le gars, en fait, visiblement, non. C'est en fonction de ce qu'il avait envie, quoi.
Et bien que Monsieur Franken ait été totalement... voilà, il a été dédouané hein, de ces accusations, puisque Monsieur Franken était son supérieur à cette personne, c'est quand même grave. Parce que c'était quelqu'un quand même de son cabinet qui avait tout pouvoir. Donc imaginez, vous êtes ministre et vous donnez une partie de votre pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été élu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette personne est réellement compétente à partir du moment où ça a été possible? Est-ce que cette personne peut réellement se regarder dans une glace et se dire « Waouh, franchement, je fais du bon taf, hein, vraiment ». Moi, je trouve qu'il y a un moment donné aussi hein, où quand on fait des erreurs gigantesques comme ça, au point qu'on a réussi à permettre un trafic finalement, hein, comme ça, un trafic ou de la corruption, pour moi, hein, je trouve que ça devrait vraiment être en partie... il devrait même plus être élu en fait, il devrait même plus... même décemment, je trouve qu'il aurait même pas pu se représenter en se disant « Mais putain, enfin moi je me dirais, mais ça s'est passé sous mes yeux quoi, et j'ai rien vu ». Genre, j'ai plus qu'à changer de métier en fait. Je suis pas fait pour diriger. Donc ça c'est les premières choses. Ensuite, on a Sailors qui nous a dit... Ouh là là, j'ai mon Twitter qui s'emballe. Ah oui, bah c'est Sailors qui répond. Je regarderai après. Je regarderai après, mais je vais déjà répondre à ce qui s'est dit. Donc là-dessus, Sailors nous dit en fait... je résume encore une fois, hein, désolé pour tous ces résumés, mais je trouve que c'est... Enfin, voilà, la vidéo dure déjà une demi-heure. Je voulais qu'elle dure 10 minutes. J'ai une vie magnifique. Sailors nous dit « Ils savent très bien ce qu'engendrera la régulation temporaire pour ces personnes. Si tu acceptes pour un, tu dois accepter pour tous. » Il y a eu une très mauvaise gestion de l'immigration du pays, mais c'était aussi la plus laxiste du monde. Et les élites, ONG, politiques, médias, ne sont absolument pas lucides sur l'immigration. Et outre la mauvaise gestion, il n'y avait pas non plus la volonté d'assimilation de la part des migrants arrivants. Et il ne faut pas oublier que l'UE qui incite les pays à pratiquer l'immigration de masse malgré le refus de la population. Et alors j'aimerais quand même répondre à tout ça, parce que c'est hyper important. Alors du coup c'est sous réserve évidemment de la réponse de Sailors que j'ai pas encore lue. Est-ce que de la lire en direct, ça me semble un peu compliqué. Maintenant on peut toujours voir, mais mais en fait ici, et c'est ce que j'ai répondu, j'ai remarqué qu'en fait il y en a beaucoup qui confondaient justement les différents types d'immigration qui existaient, et c'est pour ça que je voudrais revenir rapidement là-dessus. En fait, immigrer c'est un terme générique. Quand vous allez dans un autre pays, par exemple en année sabbatique, vous êtes un immigré en fait. Hein. Soyons clairs. Hein. Donc, il y a notamment dans l'immigration, il y a par exemple les expatriés. Les expatriés, ce sont des gens qui travaillent par exemple dans un autre pays et qui, à force de travailler dans ce pays, deviennent citoyens de ce pays. Hein. Ça arrive à plein d'endroits. Et notamment ce système d'expatriés, ce qui est magnifique, c'est que ça permet... les expatriés, on les aime bien, parce que notamment, il y a des personnes qui en profitent pour justement aller dans d'autres pays où il y a des avantages fiscaux, par exemple. Ben voilà. Et qui ont la double nationalité. On a vu par exemple avec Chypre ou Malte, je sais plus, l'un des deux, enfin bon bref, ou peut-être les deux, je ne sais plus. Il y a aussi les réfugiés. Alors les réfugiés, ça dépend, il faut aussi des conditions, mais par exemple les réfugiés syriens qui fouillaient la guerre en Syrie, eh bien eux, évidemment, on pouvait que les accepter, parce que donc ils fuient la guerre, c'est acté, hein, nous-mêmes on a reconnu l'État islamique, on a fait la guerre, comme c'est pas un vrai État, c'est difficile de dire que c'est une guerre, mais en tout cas, on a combattu l'État islamique, et l'État islamique a en partie envahi la Syrie, et de l'autre côté, nous avions le dictateur Bachar al-Assad, qui flinguait sa population à tour de bras, population qui demandait juste un gouvernement démocratique, hein, pour rappel. Donc, on pouvait pas refuser, en fait. On pouvait pas refuser les Syriens. Déjà au niveau politique, parce que je vous rappelle que nous sommes des démocraties. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 80, 90, 2000,
c'était un peu le swag d'être un pays démocratique. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une vague de pays qui ont demandé de devenir démocratiques. Parce qu'ils voyaient les pays occidentaux, ils se disaient « Ah putain, les démocraties, c'est trop bien !» Et en fait, tout ça, c'était dû au fait qu'on vendait la démocratie, justement. Et tout comme, je veux dire, au contraire, la Russie, aujourd'hui, vend sa vision de la démocratie, qui est une démocratie beaucoup plus discutable que les nôtres. Nous, on se plaint, mais alors les Russes, c'est encore pire. Bref. Et donc, du coup, en fait, il y a quelque chose, on doit garder cette légitimité démocratique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des politiciens, qu'on entend souvent parler de république, qu'on entend souvent parler du terme même démocratique, hein, dans la bouche de nos politiciens, c'est parce que, en fait, même dans les dictatures, hein, les soutiens des peuples, c'est hyper important. Et les régimes démocratiques, je vous rappelle que la base, la source des régimes démocratiques, c'est que justement, c'est le peuple qui décide qui dirige. Et c'est le peuple qui choisit les différentes directions qui seront prises dans son pays. Or, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une énorme crise de légitimité démocratique, hein, dans les pays occidentaux. Et donc, il est inévitable que l'Union européenne ne peut pas rester les bras croisés face à des pays qui veulent devenir démocratiques. Parce que vous croyez que l'Union européenne ressemblerait à quoi si elle promulguait que la démocratie c'est le meilleur système du monde, mais quand il y a des gens qui essayent d'entrer de devenir un pays démocratique, ils les envoient en fait bouler. Et alors, oh non, démerdez-vous, hein. Oh, et venez pas chez nous, hein, ok? On est les meilleurs, mais nous, on reste chez nous. Enfin, ça n'aurait pas de sens, en fait. Parce que même leur but aussi, et je veux dire, et je pense que ça c'est dans l'histoire du monde, le but, c'est pas juste de se convaincre hein, qu'on est les meilleurs, c'est aussi de convaincre aux autres qu'on est les meilleurs. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Et ça permet aussi d'avoir du poids, notamment dans les accords internationaux. Pourquoi est-ce que la Russie essaye de faire changer d'avis l'Occident? Pourquoi est-ce que la Russie fait de la propagande pro-russe, hein, avec Russia Today qui est ouvert en France, avec de la désinformation de masse en Amérique, etc. Pourquoi est-ce que vous croyez que la Russie, elle fait tout ça? C'est pas juste pour déstabiliser des pays, mais c'est aussi parce que, en fait, plus des gens sont de ton côté, même chez les adversaires, et plus tu as du poids dans le pays de ton adversaire, et même de manière générale dans le monde en fait. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, l'Amérique a pu diriger, enfin je veux le dire comme ça, diriger c'est un bien grand mot, mais a pu effectivement avoir une si grande influence dans le monde. C'est parce que, littéralement, elle avait réussi à propager cette idée que la démocratie, c'était quand même quelque chose de vachement sympa. Mais, donc, il y a un prix à payer à tout ça. Et le prix à payer, c'est qu'effectivement, quand une population demande à son gouvernement dictatorial de devenir une démocratie, on ne peut pas les lâcher. Surtout quand ils se font flinguer. D'accord? On a signé des conventions, on a signé tout un paquet de papiers pour que l'on accepte ces personnes. Donc c'est pas possible. Et donc, mais ça je pense que même si vous êtes contre une espèce d'immigration, je pense que vous ne pouvez pas, enfin vous ne serez pas en désaccord avec ces personnes-là qui émigrent parce que effectivement dans leur pays ils sont en danger de mort. D'accord? Je dis ça parce qu'en général je trouve que c'est un point commun entre la droite et la gauche, hein, d'ailleurs. Alors la droite, parfois, ils le font un peu de manière hypocrite, mais on va partir justement du principe que... Enfin voilà, on va partir de ce qu'ils disent. Et effectivement, le point commun entre la droite et la gauche concernant l'immigration, c'est que les personnes qui sont en danger ont le droit de se réfugier dans un autre pays, et même un pays occidental. Voilà. Et pour rappel juste aussi, parce que je l'avais mis dans mes commentaires, mais les réfugiés qu'on se tape syriens sont extrêmement minimes par rapport à ce que se tapent par exemple les pays limitrophes, quoi. Et ça c'est quelque chose de hyper important à garder en tête pour donner un ordre d'idée. En Jordanie, ils ont dû accepter 1,5 million
de réfugiés syriens, ce qui équivaut à peu près à, je crois, un cinquième de leur population, un truc du style. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Donc, ouf. Ouf. Bref. Donc, du coup, passons enfin à ce qui nous intéresse, les sans-papiers. Les sans-papiers, ils peuvent revenir de plein... Ça peut être plein de raisons différentes. Il y en a, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur pays économique. Donc, ils fuient leur pays. Il y en a, c'est parce qu'ils se sentent en danger de mort. J'avais lu notamment, par exemple, une femme qui se faisait battre par son mari et qui se sentait en danger. Donc, effectivement, elle fuit son pays parce que son mari était flic. Donc, très compliqué. Il y en a qui sont opposés à des gouvernements, donc des réfugiés politiques. Il y en a qui... Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de raisons différentes, hein. Bien qu'il y en ait effectivement où c'est pour envoyer de l'argent chez eux, en partie parce que ici, on gagne plus que là-bas, ok. Mais ce qu'on constate... c'est qu'ici, justement, le problème, c'est pas tant, en fait, les critères, parce que des critères, il en faut. Ou plutôt, on peut débattre sur les critères. On peut débattre si, oui ou non, telle personne, on l'accepte ou non, d'accord? Les réfugiés, comme on dit, les réfugiés syriens, par exemple, qui sont des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, eux, on les accepte. Voilà. Ça, c'est un critère, parce qu'ils sont réfugiés de guerre, chez eux, ils ne peuvent plus vivre, parce que on se tire dessus de partout. Ok, ça c'est un critère. Maintenant, il faut d'autres critères. Et aujourd'hui, en fait, ce que ces personnes demandent, c'est qu'il y ait des critères clairs. Parce que, encore une fois, ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des administrateurs, mais des employés, si vous voulez, qui décident. Et le problème dans la décision d'un employé, c'est que c'est pas démocratique, justement. Un employé, il a des préjugés. Voilà, par exemple, j'invente, hein, Sailors, je prends comme exemple, hein, mais imaginons Sailors et moi, par exemple, ben moi, je vais accepter peut-être tous les réfugiés, et Sailors, il va en accepter aucun. Je grossis le trait, hein, j'accepterai pas forcément tous les réfugiés, et je sais que tu dirais pas forcément non à tous les réfugiés, hein, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée. Mais du coup... c'est ça, en fait, le problème. Aussi, comme je l'ai dit précédemment avec Theo Franken, il y a un gros problème de corruption. Vous pouvez pas, en fait, à partir du moment où ce sont les employés qui choisissent, ça veut dire aussi qu'ils peuvent très bien arriver chez un gars et avoir ce sentiment de puissance de lui dire « Mec, écoute, je trouve que t'as une très belle bague, là, hein. Dis. Allez, ça vaut bien quelques papiers, hein. » Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est monstrueux. Et ça, c'est le système qui le crée. C'est le système comme il est aujourd'hui. Et on entend beaucoup parler de régularisation de masse. Comme si, en fait, les seules demandes, c'était que tous les sans-papiers soient acceptés. Mais personne n'a dit ça. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été même évoqué de tous les accepter sans rien demander. En fait, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une régularisation pendant la démarche. Que pendant la démarche, ces personnes puissent travailler décemment, parce qu'il y a des gens qui profitent d'eux, des gens qui vont les engager à moindre coût. Pourquoi prendre un employé belge à 1 500 € net, du coup 3 000 € par mois en brut, que tu dois sortir de ta poche, alors que tu peux payer un réfugié, un sans-papier, qui va te coûter 500 balles, net de tout impôt. Et ça, c'est pas forcément des gens qui sont dans la merde, hein. C'est pas forcément des patrons qui sont en difficulté, hein, qui font ça. Non, non, non. C'est ça, en fait, le problème. Et le fait de leur donner des papiers, ça permet justement déjà de savoir combien ils sont, pourquoi ils sont là, oui ou non, de pouvoir justement aussi garder une certaine traçabilité, etc. Et aujourd'hui, en Belgique, ça, c'est pas possible. Et c'est de ça que se plaignent les sans-papiers. Et ils aimeraient, en fait, parce que aussi, justement, le temps, en fait, de la procédure, si on leur donnait des papiers le temps de la procédure, ça leur permettrait aussi, justement, d'avoir des recours. Et pourquoi les recours, c'est juste? Parce que les recours, ça passe devant un juge, d'accord? Et c'est donc un juge, donc encore une personne extérieure,
qui va pouvoir juger si oui ou non les conditions sont réunies ou pas. Et on va... je vous rappelle qu'on est justement, je le rappelle parce que je trouve que c'est un élément hyper important, c'est le principe même d'une démocratie. C'est d'essayer d'avoir des juges qui sont justes, d'avoir que tout le monde soit, que tout le monde soit pris équitablement. Et si on n'avait pas les traités, de l'Union européenne, parce que ça, on a un peu tendance à l'oublier, hein, mais ce serait la même chose. Vous seriez français, vous devriez passer par tout ce bric-à-brac administratif. Inversement, nous, on est belges, on n'aurait pas l'Union européenne, on doit émigrer en France parce que conditions climatiques insupportables, invivables, bah pareil. Et je pense que quand la question se posera de cette manière-là, on va beaucoup moins rire. Et tout à coup, tout va changer. Ah mais non, là, les sans-papiers, ce sont plus juste des gens qui sont là pour profiter des bienfaits de l'un ou de l'autre. Et ça va, les manières de parler vont changer. Et ça, c'est ça en fait qui me désole. C'est qu'en fait, plutôt que de tout réglementer correctement, eh bien, on préfère tout laisser dans le flou pour que des personnes ayant une idéologie malsaine puissent le faire comme ils le veulent en fait. Et sortir du système démocratique qui est beaucoup plus, parce que bien que voilà, on puisse être en désaccord, hein, que vous soyez ou pas pour que les sans-papiers soient acceptés, que vous soyez ou pas, pour les réfugiés économiques ou j'en sais rien, justement, si c'est à la tête du client, ben moi je peux totalement être engagé et comme c'est à la gueule du client, ben moi je fais rentrer tout le monde. Et ça vous ferait autant chier que quelqu'un qui refuse tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction de votre idéologie, en fonction de votre opinion plutôt que de l'idéologie. Parce qu'on essaye de justement en sortir de l'idéologie. Bref. Du coup, j'ai pas lu le commentaire de Sailor, ce que je vais lire juste après. Hein. Ce sont des longues discussions, mais je trouvais ça hyper important de lire tout ça. Je trouve aussi, pour terminer là-dessus, c'est pour ça que je trouve aussi particulièrement perturbant qu'on critique le Parti Socialiste et écolo, qu'on leur dit qu'ils menacent le gouvernement, etc., et qu'on leur incombe finalement la responsabilité de tout ce qui se passe. Je trouve que la responsabilité n'est pas, en fait, forcément de ces partis politiques-là. Je trouve qu'en fait, il faudrait trouver un compromis. C'est parce que, justement, le secrétaire d'État n'a pas l'air ouvert au compromis et personne ne va sur le terrain. Et quand on pense même, le Parti Socialiste et écolo sont extrêmement frileux, dans le sens où quand ils ont dit que notamment ils attendaient qu'il y ait un mort avant de démissionner, je peux vous dire que sur le terrain, ils sont en mode « mais vous foutez de notre gueule ? Vous attendez un mort ?» J'attends qu'un drame se produise avant de démissionner. Non mais c'est pas une façon de réagir. C'est pas logique. Ça marche pas comme ça, c'est débile. Parce qu'alors il y aura un mort. On est déjà à la limite. Donc, bref. Vidéo extrêmement longue, mais je trouvais hyper importante à préciser. Hyper importante. Parce que, je le répète encore une dernière fois, mais bordel de merde, comme c'est, il y a vraiment, je trouve, hein, il y en a qui sont pas dans la réflexion, mais qui sont dans l'attaque dégueulasse, dans l'attaque... alors je vous l'ai dit, on parle beaucoup de la droite, hein, mais même à gauche. Quand on voit que le PS et écolo qui sont en mode ouais mais non on va pas faire éclater un gouvernement quand même pour des gens qui sont pas acceptés, je peux vous dire que c'est pas une pensée de gauche forcément. Hein. Ils sont très critiqués dans leur camp par rapport à ça. Hein. Ils sont très tardifs, ils auraient dû le dire bien plus tôt quand la vie des gens était encore en danger. Ça en fait là maintenant il est déjà trop tard en fait pour agir politiquement. Ils auraient dû réagir politiquement il y a un mois en fait. C'était il y a un mois qu'on les attendait. Pas maintenant, là, quand tout était quasiment terminé et que le drame est sur le point d'arriver. Non, on les attendait il y a un mois. Il y a un mois, ils auraient dû dire, écoutez, nous, on va démissionner s'il y a... Voilà. Si c'est pas réglé dans la semaine, on démissionne. Parce qu'on peut pas accepter que des gens se foutent en l'air. Il faut trouver une solution rapidement. Et on fait traîner, etc. Parce qu'on veut pas que le gouvernement éclate. Mais d'un autre côté, on va parler du voile parce que quand même... Et bon... Moi, je trouve que autant la droite a
voilà, elle a... Moi, je trouve ça débile, mais elle a le droit de parler du voile et d'en faire une polémique. Autant je trouve que la gauche a le droit aussi, hein, de pouvoir faire des polémiques à partir du moment où des vies en plus sont en danger, quoi. Voilà. Bref, vidéo extrêmement longue, mais c'est parce que c'est... voilà, moi quand je vois tout ça, je trouve ça... Je crois que on se rend pas compte à quel point c'est dégueulasse, tout ce qui se passe. Mais c'est dégueulasse dans le sens où je pense hein, que si vous pensez pas que c'est dégueulasse, c'est que vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas les subtilités qui sont en train de se produire et que vous avez qu'une vision parcellaire, ça se dit partielle de la situation, selon moi. Et je vous l'impose pas, c'est vraiment ma vision des choses. Et c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, je le répète encore. Loin de moi l'envie de vous enfoncer ou quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression que justement, par rapport à toutes les idées que j'ai pu confronter, toutes mes idées, je n'ai pas vu encore de personne qui m'a donné encore une fois des arguments qui m'ont convaincu quant au fait que c'était pas dégueulasse ce qui était en train de se produire. Voilà. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner, à liker, etc. Et puis sinon à débattre hein, en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée et puis à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise tout le monde.